les lois, les actes réglementaires, bref, tous les outils normatifs sont essentiels pour assurer une protection effective des droits de l'homme en général, en particulier des droits des femmes, mais également pour garantir l'équité et l'égalité de genre. Ce sont des instruments qui jouent un rôle essentiel dans la stratégie de protection des droits des femmes, des droits de l'homme en général. Alors, mais on peut se poser la question de savoir où on en est véritablement dans la mise en œuvre de ces instruments. Quel est le rôle des acteurs, notamment des acteurs judiciaires, dans l'opérationnalisation des instruments de protection des droits de l'homme en général et des droits des femmes en particulier, et notamment sur la question de l'équité, pour reprendre donc l'équité et l'égalité de genre. Alors, pour parler de tout ça, nous avons un panel vraiment très très riche qui réunit une avocate, donc des praticiens vraiment du droit, une avocate, un magistrat, un collègue magistrat et une ancienne commissaire de police. Je pense qu'on peut vous présenter comme ça. Alors, donc, c'est vraiment un panel très riche, constitué de praticiens qui vont nous en tenir de cette question. Et je suis sûr que, à l'issue donc de nos discussions, on pourra retenir des points de recommandation très, très, très importants. Alors, nous allons commencer par Madame Ramatoulaye, Maître Ramatoulaye Ba, qui est avocate à la Cour. Ramatoulaye est vraiment sur le terrain de la mise en œuvre du droit, sur le terrain donc judiciaire, qui va nous en tenir du rôle et des acteurs judiciaires dans le développement du droit conventionnel. Je pense que certains points ont été déjà abordés, mais elle mettra le focus sur le rôle et l'office des autorités judiciaires en général dans le développement du droit conventionnel. Maître Ba, vous avez 15 minutes pour nous en tenir de cette question. Effectivement, certains points ont déjà été abordés ce matin, mais je vais vous donner mon point de vue en tant qu'avocate qui cherche à faire appliquer le droit conventionnel dans les procédures en cours. Notre rôle, nous avons un rôle qui est de favoriser la mise en œuvre des conventions internationales devant les juridictions, chaque fois qu'elles permettent de mettre en œuvre des droits qui sont garantis aux femmes. Nous sommes souvent confrontés à deux situations. Soit la norme internationale a été bien reçue et incorporée dans la législation, soit la convention internationale, bien que régulièrement ratifiée et publiée, coexiste avec des dispositions législatives contraires. Nous allons parler de ce cas-là, parce que c'est ce cas-là, je pense, qui nous intéresse le plus. Et lorsque nous sommes face à ce genre de cas, nous utilisons deux types de techniques judiciaires. Soit le contrôle de constitutionnalité, soit le contrôle de conventionnalité. Je vais commencer par celui de constitutionnalité, qui, pour rappel, est un contrôle juridictionnel qui est exercé afin d'assurer que les normes de droit respectent la Constitution. Au Sénégal, on a eu la chance, la présidente Dior Fall l'a rappelé tout à l'heure, on a tout signé. Nous avons signé presque toutes les conventions internationales de droits de l'homme et on y a fait référence dans notre Constitution. Au vu de la hiérarchie des normes, ces traités ont une valeur supérieure à nos lois. La référence à ces instruments internationaux dans le préambule a pour conséquence de les intégrer dans la Constitution et ils font partie du bloc de constitutionnalité. Mais il faut rappeler que l'intégration de ces normes dans la Constitution est postérieure à l'adoption des textes intéressant le droit des femmes. On va prendre l'exemple du Code de la famille, où il y a beaucoup de dispositions discriminatoires, pour ne pas dire contraires, à l'égalité. Tout à l'heure, on a parlé de l'article 152 du Code de la famille, qui fait du mari le chef de la famille. L'article 153, qui confère au mari le choix de la résidence de la femme, de la résidence conjugale, et la femme est tenue d'y habiter avec lui. Et
même s'il y a un danger dans cette maison, la femme, pour qu'elle puisse quitter cette maison, il faut qu'elle saisisse un juge qui peut exceptionnellement l'autoriser à quitter ce domicile. Et ce juge lui désigne un domicile. Donc, ce n'est même pas elle qui va désigner son domicile. Il y a aussi l'article 277 du Code de la famille sur la puissance paternelle qui est exercée par le père durant le mariage. Il y a un article qui dit que la puissance parentale est exercée par les deux parents, mais durant le mariage, elle est exercée par le père. Ces dispositions sont à l'évidence contraires au principe d'égalité prévu dans toutes les conventions. La contestation de ces dispositions par le moyen de l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être désormais soulevée devant la Cour d'appel depuis la réforme constitutionnelle, en plus de la Cour suprême, pourrait aider les acteurs judiciaires à faire écarter ces lois contraires à l'égalité. Il faut seulement souligner que dans la pratique, ces moyens ne sont pas quasiment mis en œuvre. À notre connaissance, aucune exception d'inconstitutionnalité dans les domaines dont nous sommes en train de parler n'a été soulevée devant la Cour d'appel et transmise au Conseil constitutionnel. Il y a eu des saisines d'inconstitutionnalité qui ont été adressées au Conseil constitutionnel, mais elles portaient sur d'autres questions, notamment politiques. Donc, nous avons deux recommandations à faire par rapport à cela. Parachever la réforme constitutionnelle de 2016 en prenant des dispositions législatives permettant de les mettre en œuvre devant les juridictions. Le législateur peut prendre des dispositions permettant de les mettre en œuvre dans les lois, avec des lois de procédure suivies par les juridictions de jugement. La deuxième recommandation serait un renforcement de la capacité des acteurs judiciaires sur les questions d'ordre constitutionnel à travers la formation initiale et la formation permanente. Parce qu'il n'y a pas vraiment une véritable formation. Il y a eu un séminaire organisé par le Conseil constitutionnel en 2022, mais les conclusions jusqu'à présent n'ont pas été encore mises en œuvre. Quant au contrôle de conventionnalité, il s'agit de faire prévaloir la supériorité des traités internationaux en la matière sur les lois nationales. L'article 98 de notre Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. La question s'est posée de savoir quelle juridiction devait contrôler la conformité de la loi au traité international. Le Conseil constitutionnel a considéré que sa compétence se limitait au contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Point. Et qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conformité de la loi à la norme internationale. Aussi, le contrôle de la conformité de la loi à la Convention internationale devrait appartenir aux juridictions de l'ordre judiciaire qui doivent assurer l'effectivité de la supériorité de ces conventions internationales sur nos lois nationales en application de l'article 98. En conséquence, nous, acteurs judiciaires, nous devons soulever ces exceptions de conventionnalité devant les juridictions, et ce dès la première instance, pour écarter les lois nationales discriminatoires envers les femmes. Par exemple, sur la fixation du domicile par le mari, la femme peut opposer l'article 15 de l'alinéa 4 de la CEDAW qui dit que les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative aux droits des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. Le juge pourrait, par le biais de ce contrôle de conventionnalité, écarter l'article du Code de la famille qui est assez discriminatoire. Nos juridictions ont l'habitude de se référer à la seule loi nationale et font souvent preuve de beaucoup de réticence quand il s'agit de mettre en œuvre des normes internationales. Pourtant, c'est un domaine qui leur ouvre un champ d'action très large pour leur mise en œuvre. Cette mise en œuvre peut être faite par l'interprétation des normes internationales, pourrait le faire en self-executing, ces lois sont directement applicables, en vertu de l'article 98. Ils pourraient prendre leur responsabilité, entre guillemets, et appliquer ces lois. Les juges qui sont chargés d'appliquer la loi pourraient ainsi renforcer leur rôle dans la mise en œuvre des normes conventionnelles en élargissant le champ d'application
et en faisant une interprétation plus souple. Dans la pratique, le juge vérifie un certain nombre de critères. En faisant la revue des critères, il pourrait garder plus de souplesse dans l'interprétation et l'application de ces critères. Il pourrait décider, dans certaines circonstances, que des dispositions que l'on aurait pu considérer comme ayant un caractère programmatique, c'est-à-dire ayant besoin de l'adoption d'un texte législatif pour leur mise en œuvre, puissent être directement applicables, comme par exemple dans l'exemple que je viens de donner par rapport à l'article 15 de la CEDEAO. Il appartient au juge, parce que nous les avocats, nous ne pouvons que proposer, faire des conclusions, plaider. Il appartient au juge de donner un contenu effectif à la non-discrimination et à l'égalité entre les hommes et la femme dans l'application de la loi, dans un large sens, incluant la norme internationale. C'est pour cela que je jette le pavé aux juges. C'est à eux de nous aider. Nous allons chercher les textes, nous leur présentons les textes. C'est à eux en vertu de l'article 98, d'appliquer ces lois et ce serait un bon début. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues et frère Papa Hassan Touré. Je voudrais également, à la suite de Maître Ramatoulaye Ba, me réjouir de participer à ce panel au nom de Dr Fatou Diagne Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, donc au titre du ministère. En son nom, je voudrais remercier M. le directeur de Konrad Adenauer, saluer également la contribution et la participation du bureau du mécanisme international du procureur, représenté par M. Serge Ramers. Saluer également l'AJS et tous les participants. Je voudrais également profiter de cette tribune pour rendre hommage à mon grand frère, le procureur Bakefal. J'ai vu son nom sur l'agenda, qui constitue une référence pour nous, tant du point de vue technique de la matière, mais du point de vue éthique. C'est un grand frère, c'est un éducateur hors pair, un homme de foi, de conviction. Je tiens à le saluer et rendre hommage. Rendre hommage à la doyenne Diorfal pour tout ce qu'elle fait et continue de faire pour le triomphe des droits des femmes. Alors, on nous a demandé de faire le bilan des acquis en matière de droits des femmes. C'est un sujet extrêmement vaste. Mais ce qu'il faut dire à ce niveau-là, pour aller vite dans le cadre du temps, c'est de considérer qu'au Sénégal, véritablement, le bilan en matière de promotion et de protection des femmes est globalement satisfaisant. Et les acquis sont indéniables, sont considérables à plusieurs points de vue, et nous allons les mettre en exergue au plan juridique, au plan institutionnel et au plan politique ou programmatique. Mais malgré ces acquis indéniables, nous avons des défis majeurs qui engagent tous les acteurs et que nous devons ensemble relever. Au titre des acquis, nous pouvons d'abord noter une forte volonté politique au plus haut niveau au Sénégal de l'indépendance à nos jours en faveur des droits des femmes, aussi bien au niveau des textes, mais également avec des efforts au niveau de la représentation des femmes, mais également au niveau des politiques et programmes. Et cette volonté politique est consacrée aujourd'hui avec le président Macky Sall à travers le PSE. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PSE en termes d'accélération, son mandat en cours est dédié aux femmes et aux jeunes. Donc c'est une illustration majeure de l'engagement politique et décliné au niveau du PSE. Alors du point de vue juridique, véritablement, la protection des droits des femmes a connu des avancées majeures au Sénégal, et comme l'a rappelé le maître tout à l'heure, à travers la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques de protection des droits humains, de protection spécifique des droits des femmes, de protection même des droits de la fille par notre pays, que ce soit au niveau international avec la Convention sur à l'égard des femmes CEDEF, qu'au niveau africain, le protocole de Maputo, et tous les textes connexes ont été ratifiés pratiquement par notre pays. Au-delà, il y a des efforts énormes à l'interne en termes de constitutionnalisation des droits des femmes.
Donc, la Constitution sénégalaise, dans son préambule, comme dans le corpus, consacre un pan entier de droits réservés aux femmes, au-delà des droits humains de façon globale. Et la référence à la CEDEF est bien marquée au niveau du préambule, mais le titre 2 qui renvoie aux droits fondamentaux, au-delà de la protection globale de toute personne humaine, du droit à l'égalité, du droit à la protection, donc met en exergue des points spécifiques par rapport à l'égal accès de la femme au pouvoir de décision, mais également à toutes les garanties liées à l'accès au foncier, mais également à la protection contre toutes les formes de violence et de discrimination. Donc une constitutionnalisation des droits des femmes au Sénégal. Et du point de vue juridique également, nous avons plusieurs textes législatifs et réglementaires qui viennent consolider donc, ce corpus juridique. Et les dernières lois majeures donc, sont la loi 2010-11 du 28 mai 2010, donc relative à la parité hommes-femmes dans les instances électives et semi-électives. Et cette loi est mise en œuvre malgré quelques limites, parfois au plan opérationnel, mais également au plan institutionnel. Mais le plus important est qu'avec le contrôle de la Cour suprême, donc il y a une effectivité et véritablement donc, pour garantir le droit à la participation politique, aussi bien au niveau national à travers l'Assemblée, mais également au niveau des territoriales. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de plus de 44,2% au niveau de l'Assemblée. Et le travail se fait en termes de plaidoyer à la faveur de la société civile, AJS et le COSEF et autres organisations de femmes qui font le plaidoyer et qui accompagnent donc, les élus dans les instances où, après les élections, cette parité n'est pas respectée, à faire des recours et à suivre les procédures. Donc c'est une avancée significative par rapport à la participation des femmes au plan politique. L'autre avancée, c'est l'une des dernières, c'est le renforcement du dispositif de protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles. Donc c'est la loi 2020 du 05 du 10 janvier donc 2020 qui modifiant le code pénal et criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Et au-delà du renforcement du cadre juridique, donc le ministère a mobilisé le gouvernement et tous les acteurs pour développer une campagne de vulgarisation de cette loi au niveau national, avec sa traduction même au moins en 12 langues nationales. Et c'est une dynamique qui est en cours et qui est fortement supportée par la société civile. Et donc nous avons globalement un cadre juridique largement protecteur en faveur des femmes. Maintenant, bien évidemment, il y a des mesures discriminatoires, les communications antérieures l'ont évoqué, par rapport au ménage, par rapport à l'héritage, par rapport à la garde, par rapport à la puissance paternelle. Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut saluer, c'est toute la dynamique collaborative, État, société civile et partenaires, pour au moins étudier l'ensemble de ces dispositifs qui a fait l'objet de rapports et un plaidoyer fort mené par AGS et les autres parties prenantes. Maintenant, le défi, c'est toujours l'harmonisation, c'est un processus, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le fait d'identifier ces mesures discriminatoires et de développer un agenda de plaidoyer pour parvenir à leur correction est salutaire et l'État reste disponible à renforcer le cadre juridique. C'est la base de ce rapport. Alors, au-delà des acquis au plan juridique, nous avons également au plan institutionnel des mécanismes véritablement structurants à travers une approche multisectorielle, mais également multi-acteurs. Multisectorielle parce que la question de la protection des droits des femmes engage beaucoup de ministères. Nous assurons le lead en tant que ministère de tutelle de la cible, mais les autres ministères de l'éducation, de la santé, de l'environnement, tous les autres ministères ont une compétence complémentaire en matière de protection des droits des femmes. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, le défi, au-delà de la scolarisation, c'est le maintien des filles à l'école et leur performance. L'illustration la plus pertinente et actuelle, c'est que actuellement, pour les examens du CFE et de l'entrée en 6e, les filles sont majoritaires au niveau du CM2. Et c'est la tendance jusqu'au moyen. Maintenant, plus on avance vers l'université, il y a des difficultés liées à des barrières comme violence, grossesse précoce et autres travaux domestiques qui freinent la progression des filles. Donc, à ce niveau-là, le ministère de l'Éducation apporte une contribution majeure. Et dans le cadre de l'approche gouvernementale multisectorielle, l'enjeu également, et c'est une avancée qu'il faut capitaliser dans le cadre des acquis, c'est la bonne collaboration entre l'État et la société civile en matière de promotion et de protection des femmes. Donc il y a une bonne intelligence de collaboration où la société civile est pleinement représentée dans les instances nationales de promotion et de protection des femmes à travers notamment le Conseil
consultative nationale des droits des femmes, mais également à travers les comités qui accompagnent la mise en œuvre des différentes stratégies et plans d'action politiques que j'évoquerai tout à l'heure. Et au-delà de cette représentation, donc c'est en termes d'implication des organisations de femmes dans toutes les politiques donc, qui sont mises en œuvre, en termes de plaidoyer en amont pour interpeller l'État, mais surtout en termes d'accompagnement, de contribution complémentaire sur le terrain, en termes de formation des femmes, de vulgarisation des textes, d'appui à la prise en charge des victimes et autres. Donc cette collaboration également est à saluer et se renforce de jour à jour, comme l'a démontré récemment la dernière initiative de Madame la ministre par rapport à la consolidation de la paix en mettant en place la plateforme Jigéen pour la paix avec la participation de toutes les organisations de femmes. Alors, toujours au niveau institutionnel, et c'est le dernier élément, donc aujourd'hui, à la faveur donc, du retour de la primature, donc, il y a une coordination au plus haut niveau donc, pour renforcer la protection des droits des femmes. Et les documents de politique stratégique donc, ont généralement des comités de pilotage qui étaient présidés par les ministères sectoriels, les ministères libres. Mais aujourd'hui, à la faveur du retour de la primature, donc le plaidoyer et le suivi se fait au plus haut niveau et la tendance est de mettre des comités de suivi, des comités de pilotage donc sous la présidence de M. le Premier ministre. Le dernier élément en termes d'acquis, c'est au niveau des politiques et des programmes. Nous avons parlé d'interprétation des droits, harmonisation, mais c'est surtout le défi de la mise en œuvre des droits des femmes. Qu'il s'agisse des droits civils et politiques, l'exemple de la loi sur la parité, comme l'exemple de la loi criminelle de viol et la pédophilie, sont des illustrations. Mais le défi, c'est de les mettre en œuvre de façon pratique, surtout le défi de la réalisation des droits économiques et sociaux des femmes. Et à ce niveau-là également, nous disposons, à travers le PSE, d'un cadre macroéconomique à l'horizon 2035 pour l'émergence du Sénégal, mais l'émergence qui accorde une place aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Et la femme constitue une dimension transverse des trois axes du PSE. Donc le premier axe qui concerne la transformation socio-économique engage des infrastructures, des constructions, des routes et autres, qui contribuent à la mobilité des femmes, à l'acheminement de leur production, mais également à l'amélioration de leurs conditions de vie. L'axe du pays, c'est la protection sociale, l'axe 2, donc engage également les femmes en termes du capital humain. Et le troisième axe, paix, sécurité, droits humains, donc c'est toute la thématique que nous abordons. Donc je veux par là dire que le pays, c'est notre référentiel en matière de politique publique aujourd'hui, donc assure une prise en charge, une prise en compte des femmes et de leurs droits à travers ces trois axes. Mais de façon beaucoup plus opérationnelle, nous disposons aujourd'hui de politiques sectorielles en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Donc, à titre d'illustration, j'en citerai peut-être 3 à 4. C'est d'abord relativement aux violences faites aux femmes et aux filles. Donc, le Sénégal dispose d'un plan d'action national pour l'élimination des violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, le gouvernement vient de terminer l'évaluation du premier plan d'action et ça a été restitué devant tous les acteurs qui ont largement apprécié les avancées. Et la perspective, c'est d'élaborer un prochain plan d'action donc pour renforcer et accélérer, conformément aux instructions du chef de l'État, donc la lutte gouvernementale nationale contre les phénomènes de violence faites aux femmes et aux filles. Toujours au récit des violences, il y a la dimension exclusion également, avec ses spécificités et qui nécessite une prise en charge particulière. Et conséquemment, l'État a adopté en 2022 une stratégie nationale pour mettre fin aux mutilations génitales féminines pour la période 2022-2030, assortie d'un plan d'action opérationnel donc quadriennal. Également, toujours pour l'élimination des discriminations, notre pays dispose d'une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la SNEG, qui est également actuellement en cours d'évaluation. La plupart des acteurs participent à ce processus. Il y a eu des concertations régionales et nous consolidons actuellement avec le dialogue au niveau central pour aller vers le rapport final de l'évaluation. Et la mise en œuvre de la SNEG a permis, au-delà de noter les discriminations à l'égard des femmes au niveau juridique, institutionnel, économique et autres, d'institutionnaliser le genre à travers une direction dédiée, la DEC, Direction de l'égalité du genre au niveau du ministère, mais surtout à travers leur institutionnalisation au niveau ministériel, avec les cellules genre et équité depuis 2017,
institués au niveau des secrétariats généraux des ministères, pour un ancrage fort, mais également pour un maillage et un impact au niveau de tous les services. Aujourd'hui, on a pratiquement plus de 98% des ministères qui ont leur cellule genre. Mieux, au-delà de cette cellule genre qui fait d'abord un audit genre pour voir quelle est la prise en compte du genre au niveau du ministère, quelles sont les formes de discrimination à l'égard des femmes, au niveau du personnel, au niveau des services, même dans la promotion, dans l'administration. Donc un audit genre est réalisé pour faire le diagnostic et conséquemment pour la mise en œuvre des recommandations, un plan d'institutionnalisation du genre est élaboré et mis en œuvre. Donc, et c'est la tendance aujourd'hui au niveau donc, national. Et à la faveur de la SNEC également, le budget est davantage surveillé pour sa sensibilité au genre. Donc depuis 2016, dans le budget et dans la loi de finances globale du Sénégal, annuellement, il y a un budget genre qui est annexé pour prendre en compte la dimension spécifique dans le financement, donc dans la dépense publique. Et ce contrôle est fait à travers donc, la contribution de tous les ministères. Nous assurons la coordination, mais c'est un contrôle parlementaire après au niveau de l'Assemblée, parce que ce rapport budget genre est systématiquement annexé à la loi de finances annuelle. Alors, l'autre politique phare mise en œuvre au niveau gouvernemental, en termes d'acquis, véritablement, c'est au niveau de la dimension économique, de l'autonomisation des femmes. Le gouvernement met en œuvre à ce niveau la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, qui vise, au-delà de renforcer leurs capacités en termes de formation dans tous les domaines, donc ça peut être dans les métiers, ça peut être dans le domaine agricole de façon globale, mais également dans les métiers de pointe. Donc c'est renforcer les capacités de femmes en termes de financement avec des mécanismes dédiés, aussi bien au niveau du ministère, mais également à travers l'ADER et FONGIP et autres. Et aujourd'hui, la stratégie gouvernementale, c'est d'avoir une approche intégrée pour fournir aux femmes un paquet, donc formation, formalisation et financement en vue de leur autonomisation économique. Pour terminer, je voudrais tout simplement réitérer donc, la détermination du gouvernement à renforcer ses efforts pour l'autonomisation des femmes. Nous considérons que les acquis sont énormes, mais les défis sont également majeurs en termes de persistance des violences, mais également en termes de contraintes parfois socio-culturelles qui ne favorisent pas souvent peut-être l'accélération du processus d'harmonisation. Mais cela suppose de la part de tous les acteurs, et c'est là que je vais terminer, donc une meilleure coordination des interventions, donc une meilleure rationalisation des ressources en étroite interaction avec l'État pour avancer véritablement dans le cadre du triomphe des droits des femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, secrétaire général adjoint du gouvernement. Je voudrais, dans l'entame de mon propos, vraiment remercier encore une fois, je l'avais fait ce matin, magnifier notre collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et remercier toutes ces éminentes personnalités juridiques et judiciaires qui ont bien voulu prendre part à cet atelier que nous avons eu l'honneur d'organiser avec le bureau de M. le directeur pour l'état de droit en Afrique de l'Ouest de Konrad Adenauer. Je suis, en tant que président de l'Association des femmes juristes, une association bien connue dans le landerneau sénégalais, puisqu'elle date de très longtemps, et elle s'est toujours occupée de la promotion et de la défense des droits de la femme. Nos éminentes défensières qui l'ont mis sur les fonds baptismaux ont mis l'accent sur, d'abord, la recherche dans nos textes nationaux de toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des droits de la femme pour porter le plaidoyer auprès des autorités supérieures et obtenir la réforme ou le changement de ces textes. Et d'ailleurs, moi qui vous parle, c'est à la faveur de ce lobbying, c'est à la faveur de ces changements obtenus par ces éminentes juristes que j'ai pu faire le premier concours d'entrée dans la police ouvert aux femmes. Auparavant, c'était des statuts professionnels qui étaient fermés aux citoyennes sénégalaises. C'est-à-dire que le statut disposait que l'accès au corps de la police, de la gendarmerie, de tous les corps paramilitaires était réservé aux citoyens sénégalais de sexe masculin. Cette disposition-là, c'est grâce à Mme Maïmouna Kane
et ses amis qui ont fait disparaître. Aujourd'hui, le témoin de cette bataille, de ces défenseurs, c'est Dior Fall qui est là et qui a beaucoup travaillé dans le changement de ses statuts professionnels au Sénégal. Donc, pour dire tout ça, pour dire que l'AGS travaille toujours pour vraiment l'amélioration des statuts, du statut de la femme, la jouissance de tous ces droits reconnus au plan international et au plan national, en matière de droits et en matière surtout, comme on a dit, d'efficience et d'efficacité dans le contexte national. Donc, pour revenir à ce que je disais, le Sénégal, donc, comme nous l'avons dit depuis ce matin, a ratifié de nombreux instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, et en général, et particulièrement proposant les femmes et les filles. On constate que c'est la population des femmes et des filles fait encore face à divers défis, entraînant la pleine reconnaissance et la jouissance, la réalisation de leurs droits. Cette discussion donc, que nous avons entamée, je pense, a pour nous comme objectif de trouver les voies et moyens, les propositions efficaces pour vraiment rendre opérationnels ces droits et ces instruments juridiques qui ont été adoptés, comme on l'a dit ce matin, sans aucune réserve par l'État du Sénégal. Et normalement, il ne devrait plus se poser de problèmes de texte, parce que nous avons tous les textes. Le problème qui se pose, c'est l'applicabilité et l'application. Et ils sont applicables également, parce que comme on l'a discuté également, l'article 98 de notre Constitution prévoit que la primauté de cette convention au-dessus de la loi nationale. Et donc, de ce point de vue-là également, on peut se dire que pour leur application, ça ne devrait pas poser de problème. Dans mon exposé, j'avais prévu de faire un état des lieux, de lister toutes les conventions, les accords signés par le Sénégal. Mais je pense que ça a été fait par mes devanciers depuis ce matin. Et donc, je pense que je peux passer au problème qui est le défi lié à l'appropriation des droits de la femme dans notre pays. Je crois que les problèmes de l'appropriation de ces droits et de ces conventions internationales dans notre pays sont liés vraiment, premièrement, dans ce que nous avons vu. Parce que vous savez, les associations de la société civile, ont l'avantage d'agir à la base, avec les populations à la base, et donc de vivre concrètement ce que les populations vivent par rapport aux institutions judiciaires, administratives et sociales dans notre pays. Et donc, nous vivons pleinement avec nos compatriotes les difficultés et les méconnaissances de leurs droits dans beaucoup d'aspects de la vie sociale et politique. L'analyse de l'état des lieux des droits de la femme et de la fille a permis donc de relever une abondance de textes protecteurs, comme je viens de le dire. Et toutefois, à la pratique, les observations pertinentes de l'application de ces textes posent le problème en sens que les dix textes ne sont pas ou sont toujours insuffisamment appliqués. En effet, bien d'avancées ont été faites dans notre pays, comme vient de l'exposer monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, la création du ministère de la Femme, la création des cellules genre dans les ministères, et sur le plan économique, la création de l'ADER, etc., etc. Tout ça, c'est des mesures qui vont dans le sens de l'épanouissement, dans le sens du renforcement des droits de la femme. Mais qu'en est-il dans la réalité? C'est le problème. La pauvreté et la précarité des couches vulnérables constituées par les femmes et les jeunes filles, que nous vivons quotidiennement avec nos structures externes, où nous recevons toutes ces femmes. L'harmonisation de ces textes donc pose problème sur le plan de l'application judiciaire de ces conventions. Les actions que nous menons pour combattre pour venir en aide aux populations victimes de violences sexuelles, par exemple. Nous nous sommes battus avec nos associations sœurs contre les violences sexuelles pour leur prise en charge. Mais déjà dans les procédures, il faut un certificat médical la discussion est encore aujourd'hui ouverte. Il est obligatoire, il n'est pas obligatoire dans le dossier médical. Aujourd'hui, il est obligatoire, demain on vous dira que non, mais dans la réalité, c'est des difficultés réelles pour les populations vulnérables.
L'assistance d'un avocat, quand ce n'est pas fait, c'est encore une autre difficulté. Et les sociétés civiles qui viennent en aide à ces populations-là prennent en charge ces aspects-là. L'assistance judiciaire au niveau des tribunaux ne prend pas en charge, ou très difficilement. Donc, il y a quand même un problème de s'approprier vraiment cette obligation de défense, cette obligation de mettre en œuvre vraiment les textes protégeant les femmes. Les textes au niveau international, on en a parlé, au niveau national, les textes législatifs relatifs à la première génération, donc comme je viens de dire, des droits de la femme civils, politiques et sociaux, et la deuxième génération n'ont pas toujours suffi à garantir la jouissance de ces droits à la femme. Et la non-effectivité de la loi sur la parité aujourd'hui encore est une illustration. Cette loi sur la parité dont nous sommes très fiers, qui a été votée depuis 2010, et depuis 2014 que les élections paritaires, que les élections ont été organisées sous l'égide de cette loi-là, pose encore problème en 2022, où son application est toujours difficile, malgré une interprétation de la Cour suprême sur les dispositions qui, à mon avis, ne nécessitaient même pas d'interprétation. Mais aujourd'hui encore, cette interprétation se pose et malgré l'avis de la Cour suprême, n'est pas appliquée. Sinon, on ne comprendrait pas tous les recours. Tous les recours qui ont été introduits à l'issue des élections de septembre 2022 et janvier 2023, les femmes ont eu gain de cause. Mais très peu de décisions judiciaires ont été appliquées, ont été mises en œuvre. Et donc, ça pose vraiment un réel problème. Sur le plan judiciaire, je pense que nous avons ça. Sur le plan administratif, le problème que nous vivons, c'est le pouvoir discrétionnaire des hommes. Ce matin, il y a quelqu'un dans son panel qui avait dit que nous sommes dans une société qui est encore foncièrement phallocratique. Je pense qu'il a raison. Il a raison parce qu'à diplôme égal, à compétence égale, la femme est toujours sous-payée par rapport à son homologue. Parce qu'il y a des dispositions contre lesquelles la JS et les associations sont déjà battues. Par exemple, la discrimination au niveau fiscal, la prise en charge par la femme fonctionnaire de son mari, de ses enfants. Tout ça, c'est des combats qui ont été gagnés. Mais aujourd'hui encore, sans qu'on ait aucune explication, le salaire d'une femme fonctionnaire est différent de celui de son collègue homme. À quoi c'est dû? Il faut qu'on nous le dise également. Même si la femme a gagné la prise en charge de son mari en matière médicale, de son enfant, aujourd'hui la nationalité qu'elle peut transmettre à son mari et à son enfant, il reste toujours la discrimination qui doit être vraiment lancée. Je disais donc la reconnaissance de l'égalité en droit aux femmes et aux hommes, l'intégrité de l'approche genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets visant non seulement à réduire la pauvreté, mais également à garantir le développement durable pour le pays, ne font pas suffisamment cas de la femme. Même si on en parle, dans la pratique, ce n'est pas élevé. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'ADR. J'ai parlé de l'ADR comme instrument qui a été mis en œuvre, qui a été élaboré pour combattre la pauvreté et la précarité. Mais les garanties qu'on demande aux femmes ne leur permettent pas d'obtenir les financements. Et j'ai l'habitude de dire, quand je parle avec ces femmes, que c'est des structures, c'est des financements qui contribuent à maintenir la femme dans la pauvreté et dans la précarité, plutôt que de l'âge de la sortie de la pauvreté. Donc malgré ces efforts donc déployés, les disparités persistent et vraiment continuent à bloquer l'épanouissement en droit de la femme. Donc, pour revenir toujours aux difficultés d'appropriation de cette loi, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des populations, nous avons un peu les difficultés liées à la culture. La femme, dans nos cultures, on pense que la femme dans nos cultures doit subir la loi de l'homme.
C'est d'abord celle du père, l'autorité du père, l'autorité du mari. Ensuite, dans certaines sociétés, l'autorité du fils ou du frère, de l'oncle. Et donc, à ce niveau-là également, on doit choisir pour elle, on doit décider pour elle, elle doit se soumettre. On a parlé des textes que nous avons eus, par exemple les textes du Code de la famille, où vraiment des dispositions discriminatoires existent, et où sur lesquelles nous avons travaillé dans la commission qui a été mise en place au niveau du ministère de la Justice, sur l'élaboration, sur l'étude sur toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. Mais toutes ces conclusions-là, aujourd'hui, attendent d'être mises en œuvre et d'être approuvées. Donc, sur le plan vraiment au niveau des populations, il y a ce niveau culturel. Au niveau social, il y a cette pression. Et au niveau économique, il y a cette dépendance de la femme. La femme analphabète, la femme, l'épouse, la fille, l'épouse, la sœur, ne pouvant pas subvenir à ses besoins propres, dépend entièrement des hommes, de son environnement et de son milieu. Et donc, il décide. Quand elle est violée, c'est le père qui décide est-ce qu'on porte plainte ou on ne porte pas plainte, ou c'est l'oncle ou c'est le frère. Et quand le viol ou la violence vient de ces personnes-là, c'est l'omerta. On doit subir en silence, parce qu'on dépend d'eux. Et ça, même la société en général est interpellée, parce que le voisinage, la parenté, tous ceux qui sont autour de la femme violente dans ces conditions, se soumettent à la loi du silence. Et donc, sur le plan social et culturel, il y a beaucoup de difficultés qu'il faut lever. Et sur le plan économique, je le disais, c'est la dépendance. Quand on est logé, nourri, entretenu, on subit également on se soumet à la loi du silence. Mais cette loi du silence également, on l'a dit ce matin, également, elle est motivée également par la stigmatisation sociale. La personne violée dans certains endroits est mise au banc de la société. Et c'est une situation également pas facile à supporter. Et c'est ce qui amène un peu le silence. Sur le plan institutionnel, donc je disais, en matière judiciaire par exemple, les difficultés d'appropriation de ces avancées et de ces lois de protection que nous avons remarquées, c'est la non-application vraiment efficiente des lois. Les lois depuis 1999, la loi de 99-05, qui a qualifié le viol et les pratiques néfastes, ensuite renforcée par la loi 2010 de 2020, qui a criminalisé le viol, leur application pose encore problème. Je ne veux pas citer d'affaires, mais nous avons encore, nous, à la GES, beaucoup de soucis et beaucoup d'appréhension sur l'application effective de ces lois. Parce que nous suivons beaucoup d'affaires, il y a des affaires que nous suivons, et nous voyons que, encore, le système judiciaire a beaucoup de pouvoir de disqualifier, de requalifier et de moduler les sanctions. Et nous en avons eu des affaires qui vraiment nous ont navrés, et nous continuons vraiment à appeler à l'application efficiente et efficace et effective de la loi, parce que nous pensons que c'est le seul moyen vraiment de dissuader. Parce que quand la sanction est effective, aussi bien pénale, physique et pécuniaire, ça fera un effet sur les éventuels auteurs. Nous avons noté également d'autres difficultés d'appropriation de ces avancées, de ces textes protégeant la femme. C'est au niveau, par exemple, administratif et institutionnel. Les nominations, j'ai dit plutôt qu'à compétences et diplôme égal, la femme était moins payée que l'homme. Au niveau de la nomination à des postes de responsabilité et de prise de décision, sur le plan de la sphère administrative étatique, nous avons vu, si on se réfère au pourcentage de présence des femmes, la femme est encore très, très sous-représentée. Elle est encore très... Et ça sans explication. Et nous, comme j'ai dit également ce matin, ça nous ramène toujours au phénomène du plafond de verre qui bloque les femmes dans l'avancée à des postes de responsabilité au niveau étatique, au niveau institutionnel et au niveau administratif. Parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore de loi qui instaure l'égalité. Ça dépend du pouvoir discrétionnaire des autorités étatiques et politiques. Et donc là, on n'a même pas le pouvoir de demander des explications ou de mener un plaidoyer vraiment qui est consistant.
Waddle, waddle.